Hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette semaine de la sensibilité qui se déroule du 11 au 19 janvier. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une table ronde pour parler de la démystification de la haute sensibilité. Et je suis avec quatre autres expertes exceptionnelles avec qui nous allons discuter de ces mythes que vous avez sûrement déjà entendus. Alors, avant de faire les présentations, je vais quand même vous parler de ce terme de haute sensibilité parce que peut-être que vous n'avez pas encore déjà entendu et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est encore cette haute sensibilité? Vous avez sûrement plus entendu parler de hypersensibilité. Et là, je suis sûre que ça y est, vous dites, ah, ça y est, je comprends de quoi elles vont parler. C'est un terme qu'on essaye de plus en plus de ne plus employer parce que c'est un terme qui est péjoratif déjà pour nous, hautement sensibles, et qui renvoie plus à une notion de médicale déjà, de l'hypersensibilité. Alors, je vais pas faire tout un speech parce que je suis accompagnée de quatre autres intervenantes. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous dire que la haute sensibilité, c'est cet ancien terme que vous entendez peut-être encore de hypersensibilité. Donc, avant d'entamer toute cette discussion autour des mythes, j'aimerais que mes quatre intervenantes se présentent parce que déjà, je leur ai même pas dit bonjour. Alors, je vous Bonjour. dis bonjour Bonjour à toutes, bonjour à tous, derrière l'écran aussi. et je laisse Anne-Catherine se présenter. Bonjour Christine, merci. Anne-Catherine, j'habite en Belgique, je fais partie de l'Observatoire de la sensibilité, comme vous quatre aussi. Je suis à la base assistante sociale de formation de base, puis je fais plein de formations et je crois que je m'arrêterai jamais. Et puis je me suis spécialisée vraiment, je suis devenue indépendante et je me suis spécialisée dans les émotions et dans la haute sensibilité. Donc maintenant j'accompagne les enfants, les adultes et les parents euh, vers une acceptation, un accueil de ses émotions et de sa belle sensibilité. Voilà. Merci Anne-Catherine. Allez, Adeline. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Adeline Rambaud de Sophro Eco. Je suis sophrologue à Annecy et en visio également, spécialisée aussi pour accompagner les personnes hautement sensibles, aussi pour mieux vivre avec ses émotions au quotidien à travers la sophrologie, et également les troubles du sommeil qui accompagnent aussi souvent la gestion des émotions, le stress, etc. Donc voilà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à cette table ronde. Merci Adeline, ravie aussi que tu sois parmi nous. Sophie. Oui, alors moi je m'appelle Sophie Perrard. J'ai fondé ma petite boîte il y a quelques années de cela. Ça s'appelle Citizen Coach. Et j'accompagne les personnes qui se vivent en décalage, on va dire. Je les accompagne à déployer la puissance de leur sensibilité. Et l'objectif, c'est de prendre sa juste place. Donc ça passe parfois par des bilans de compétences, mais ça passe aussi par des accompagnements sur mesure sur les thématiques de la régulation émotionnelle et l'estime de soi. Voilà. Merci Sophie pour ta présentation. Comme ça, c'est bien de se présenter comme ça. Vous savez qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Et je vais laisser Emeline aussi se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Emmeline Aubert-Douceville. Alors je suis sophrologue, donc spécialisée dans la haute sensibilité. En fait j'ai plusieurs étiquettes. Alors déjà je suis sur Caen dans le Calvados et j'ai plusieurs étiquettes. Je travaille aussi beaucoup dans les collèges et dans les écoles primaires, enfants et adolescents, animatrice philo-méditation où là j'associe donc du coup la philosophie et aussi avec l'écologie qui est mon métier de base, puisqu'à la base je suis ingénieure dans le domaine du développement durable. Donc j'allie en fait écologie de soi et écologie voilà, environnementale, de manière à faire le lien entre les deux domaines.
Et aussi, je pratique de la harpe pour moi-même et depuis quelques années, je me forme à la musique thérapeutique. Donc, j'associe en fait sophrologie et musique dans le but d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses sensations, de ses émotions et d'apprendre, bah, du coup, grâce à ça, parce que c'est la sensibilité, c'est une force quelque part, grâce à cet atout qu'on a, de pouvoir accéder finalement à cette richesse que nous avons, de pouvoir bah, capter bah, du coup la musique autrement, différemment et libérer sa créativité. Voilà, c'est un petit peu la manière dont je travaille avec les personnes hautement sensibles. Merci en tout cas pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, je vais me présenter. Moi, c'est Christine de l'Académie des Sensibles. Je suis coach de vie et professionnelle aussi pour les personnes hautement sensibles, parce que je suis moi-même hautement sensible, comme je pense qu'on a dit toutes les quatre. C'est un thème qui m'a toujours attirée et c'est pour ça que je me suis spécialisée en haute sensibilité et j'accompagne vraiment pour dévoiler ce potentiel, et bien qu'on a tous en soi, nous hautement sensibles, et les autres aussi, bien sûr. Hein. C'est pas que les hautement sensibles qui ont un potentiel, bien sûr, mais il est souvent trop caché chez les hautement sensibles. Donc voilà pour les présentations. Comme ça, vous savez eh bien qui on est, dans quel domaine on travaille. Vous aurez aussi dans la description eh bien les liens pour pouvoir eh bien nous joindre directement si vous avez une question ou si vous avez envie d'aller plus loin. Donc tout ça, ça sera dans la description sous la vidéo. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ils seront lus et on répondra s'il y a besoin. Donc, quand il y a un mythe, si quand vous écoutez cette vidéo, si vous avez une question, hop, vous la notez et nous, on répondra avec plaisir. Alors, juste avant d'entamer les mythes, eh bien, pourquoi cette table ronde euh, est là? C'est vraiment parce que pour que vous puissiez aller au-delà de tout ce que vous pouvez entendre sur la haute sensibilité, qui sont souvent des clichés, et eh bien, on s'accroche à ces clichés et on ne sait pas aller plus loin que ça. Et en décortiquant ces mythes, en allant voir peut-être au-delà avec une nouvelle perspective, eh bien, vous allez pouvoir aller plus loin. Donc, c'est pour ça que cette table ronde est là avec nous cinq. Et ben, ça va être un plaisir de vous décortiquer tous ces mythes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi aussi, toutes les quatre. Enfin, j'espère. Alors, on va commencer, aller au cœur du sujet avec Adeline qui a un mythe, je pense que vous avez tous entendu euh, peut-être par votre famille ou par d'autres personnes, qui est tous les hautement sensibles ou tous les ultra sensibles. Non, c'est pas celui-là en plus. Excusez-moi, je suis en train de me tromper de mythe, que l'ultrasensibilité serait une pathologie ou un problème. Alors, Adeline, je sais que tu voulais nous parler de ce mythe. Oui, alors moi j'ai choisi de partager ce mythe aujourd'hui parce que je l'ai vécu, tout simplement. Avant de prendre conscience que j'étais hautement sensible, une personne hautement sensible, mon entourage et les gens autour de moi percevaient ça comme un problème d'être comme j'étais à l'époque et ou encore aujourd'hui, hein, mais je le vis différemment. Parce que bah, on ne ressent pas les choses de la même manière, on ressent les choses un peu plus intensément, on a une autre perception aussi des choses. Et du coup, c'est perçu comme un problème. Et je pense que c'est perçu comme un problème tant qu'on ignore vraiment ce que c'est la haute sensibilité. Ça a été mon cas d'ailleurs avant de la conscientiser. C'était un problème pour moi dans ma vie parce qu'en fait, je ne me connaissais pas, je ne savais pas ce qu'était la haute sensibilité. Et du coup, j'avais l'impression d'être à côté, de ne pas être comme les autres, d'être une extraterrestre, de venir d'une autre planète. Et qu'alors en fait, c'était tout simplement que je ne connaissais pas les spécificités de ma personnalité.
Donc en fait, la haute sensibilité, c'est un tempérament, c'est un trait de caractère et qui a ses qualités et aussi ses défauts, comme tous les traits de caractère. Et ces traits de caractère, notamment, c'est d'être sensible à la beauté, à ce qui est beau, c'est d'être empathique vis-à-vis aussi des émotions des gens, des autres. Et ça, je pense qu'on ne peut pas nous le reprocher. On ne peut pas nous dire et dire à quelqu'un d'autrement sensible qu'il est malade ou qu'il a un problème juste parce que il s'émerveille d'un rien ou qu'il ressent plus intensément les choses autour de lui. Donc en fait, je pense, à mon avis, que en fait, le problème, c'est l'ignorance et c'est peut-être ça, c'est sensibiliser plus les gens sur ce qu'est réellement la sensibilité. Moi, si je l'avais su avant, par exemple, si j'avais conscientisé ça plus tôt, eh ben, je l'aurais vécu certainement plus facilement comme aujourd'hui et moins comme un problème. Et je pense que c'est un problème parce que beaucoup de gens, enfin, c'est un problème pour certaines personnes, pardon, parce que beaucoup de gens le voient comme une différence, parce qu'on a une façon différente que d'autres personnes de ressentir et de voir les choses. Et pour eux, du coup, c'est un problème parce qu'on voit les choses différemment. Et pour moi, ça peut pas être considéré comme une maladie, tout simplement. Et, euh, et du coup, voilà. Voilà ce que je voulais partager. Je pense que euh, il faut sensibiliser. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça, justement, c'est de sensibiliser, d'ouvrir les esprits là-dessus et de faire en sorte que ce soit mieux connu et moins mal interprété. Voilà. Après, j'aimerais développer plus, mais je vais aller sur vos mythes. Donc, voilà ce que je souhaitais partager. Je sais pas ce que vous en pensez. Et oui. Souvent, quand on sort un peu de la norme, on commence à pointer un petit peu du doigt et on dit, tu as un problème parce que, comme tu as dit, il y a cette méconnaissance. C'est ça. Et ça, je crois que tout commence par la connaissance de nos fonctionnements. Et dès lors qu'on a pu mettre des mots dessus, ça change vraiment la donne, en fait. Et on peut commencer à accepter ce que l'on est, en fait, dès lors qu'on a pu dire c'est de la haute sensibilité. Parce que Exact. ça donne du sens, en fait, à notre histoire, de pouvoir mettre un mot dessus. Et ça permet de percevoir la suite avec plus de légèreté, en fait. Oui, ça permet de mieux se connaître et Ouais, du coup d'adapter aussi notre vie à notre personnalité ouais, c'est ça. et aussi de mieux comprendre les autres, je pense aussi. Tout à Ceux qui fait. ne sont Ouais. pas hautement sensibles, on les Et comprend oui, mieux aussi. et Et oui. du coup, Et parce qu'en finalement, fait, on comprend qu'ils fonctionnent pas comme nous. Et exactement. au démarrage, on n'avait pas compris ça. Donc, il y On a un avait juste décalage. compris qu'on n'était pas normal, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui, et la richesse aussi, moi, c'est de pouvoir aussi le communiquer de manière sereine. Moi, le fait de m'être comprise je peux donner deux exemples. La première, c'est que maintenant, quand on va dans un restaurant, bah, j'essaye toujours d'être en bout de table parce que les milieux de table, c'est juste pas possible. En fait, j'entends toutes les conversations, je vois tout qui passe, j'arrive pas. Et je prends souvent mes boules qui aussi. Et donc, du coup, maintenant, je sais le communiquer sans me sentir mal à l'aise parce que justement, je me connais et je sais que ça va me faire du bien de choisir le bout de table et de mettre des boules qui quand j'en aurai besoin ou d'aller un peu dehors prendre l'air quand il y a trop de saturation. Et le fait de pouvoir le transmettre, enfin, c'est vraiment dans la pyramide, moi, je trouve, de se connaître et puis s'accepter, puis après de pouvoir s'exprimer auprès de l'autre. Mais je trouve que ça apporte plus de douceur aussi dans la relation avec les autres. Mm. Ah oui, complètement. Donc voilà. Merci, merci Adeline pour ce mythe. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo pendant cette semaine de la sensibilité, alors je répète, qui dure du 11 au 19 janvier. Si ce mythe vous parle, si on vous a déjà dit va te soigner parce que tu as une sensibilité trop élevée ou franchement mais tu as un problème, si vous vous reconnaissez,
mettez en commentaire un petit mot comme quoi le mythe que Adeline vient de nous décortiquer vous a parlé. Alors, on a un deuxième mythe. Est-ce que vous aviez d'autres choses à intervenir pour ce mythe de... Non. Alors, maintenant, ça va être Anne-Catherine qui va nous parler de ce mythe que tous les hautement sensibles seraient introvertis et seraient des énormes et grands timides. Alors, même si je suis pas timide, je sens mon cœur qui palpite dans dans mon corps. Donc, la timidité et le stress n'est pas deux choses complètement différentes parce que même si je suis pas timide, c'est pas pour ça que je ne stresse pas parfois et à vous parler comme ça, c'est pas évident. C'est marrant parce que c'est Saverio en fait sans le faire exprès ou qui m'a renvoyé en fait que j'étais sans doute plus extravertie qu'introvertie lors d'un échange et d'une conférence et je m'étais jamais posé la question avant. Et en effet, je pense que j'ai cette tendance comme ça à facilement aller vers les autres ou facilement parler, ou pas spécialement de moi, mais en tout cas dans la curiosité aussi d'aller d'aller vers les autres et de parfois prendre beaucoup de place. Je ne le fais pas spécialement exprès. Euh, et donc, en effet, bah, je suis une grande hautement sensible, une grande sensible très élevée, je pense, pour plein de raisons. Euh, mais voilà, j'ai cet élan naturel en fait plutôt d'extraverti si on devait mettre des cases là-dedans, enfin, en tout cas si on devait exprimer. Par contre, je me rends compte qu'en fonction d'où je suis, je pourrais paraître introvertie. Et encore hier, lors d'un atelier, je n'ai pas parlé beaucoup et on m'a fait la réflexion, oh, bah, tu as l'air d'être bien secrète et bien introvertie. Donc, c'est comme quoi, d'un moment à l'autre, je pense aussi qu'on peut avoir des tempéraments peut-être différents en fonction de la situation. Moi, je me rends compte que, par exemple, en conférence, je vais être très exubérante serait un mot un peu trop fort, mais je vais être très à l'américaine, quoi, où je vais bouger beaucoup, je vais parler beaucoup, je vais rire beaucoup, je vais vraiment être plus dans le côté extraverti. Mais par contre, quand je suis en coaching, là, je sais que je suis vraiment très posée et que je vais vraiment être un tempérament plus calme. Hélène Aron avait remarqué en tout cas que dans les 20 à 30 de personnes hautement sensibles, il y avait une plus grande majorité des personnes qui étaient introverties. Donc ça, c'est pour donner un peu de chiffres. Euh, mais comme on l'a dit tout à l'heure et comme on aime bien se le répéter, il y a autant d'hautement sensibles que d'autres sensibilités. Donc, mais non, toutes les personnes hautement sensibles ne sont pas spécialement introverties ou ne sont pas spécialement de grands timides. Euh, et je pensais tout à l'heure à quelque chose. Ah oui, par contre, peut-être que ce qu'on peut confondre, parfois, en tout cas dans mon expérience, moi j'ai compris ça, c'est que quand je suis pas à 100% sûre de moi et qu'on me regarde, là je perds mes moyens, quoi, vraiment. Mais c'est pas pour ça que c'est de la timidité ou voilà, moi je supportais pas aller sur l'estrade pour faire mes résumés de langue, de deuxième langue. Quand je jouais aux échecs, à un moment donné, bah, tout le monde venait voir la partie. Moi, je savais plus rien faire. D'abord, je demandais à tout le monde de partir. Donc, mais voilà, peut-être que c'est aussi parfois pour ça que ce mythe vient là et pour d'autres choses, hein, mais en tout cas. Voilà ce que j'avais envie de partager sur ce thème-là. Je laisse maintenant la parole à mes amis de l'Observatoire. Donc, plus Bah, moi, sur... ah, pardon. Vas-y, Adeline, vas-y. Je rejoins Anne-Catherine parce que personnellement, c'est pareil, selon les endroits où je suis, je vais être plus ou moins introvertie. Par exemple, là, je le suis un petit peu parce que je suis pas à l'aise, je suis pas dans ma zone de confort, etc. Mais par contre, avec d'autres personnes que je connais ou d'autres endroits, bah, je peux être beaucoup plus extravertie. Donc, en fait, je sais pas si on peut mettre les gens dans des cases vraiment. Là-dessus, je sais pas.
des fois aussi, l'introversion, elle peut venir. Enfin, moi, je sais que j'étais une énorme introvertie, mais je vais pas dire à 100% parce que je l'étais pas, mais je me connaissais pas, je me comprenais pas, je savais pas ce qui se passait. Donc, j'étais introvertie parce que j'avais peur, en fait, de tout ce que je ressentais, que je ne comprenais pas. Et c'était vraiment ça qui me créait cette grosse introversion que Mm. j'avais. Et petit à petit, en me découvrant, j'ai laissé sortir ce côté d'extraversion en moi, mais je reviens comme vous, Anne-Catherine et Adeline, je vais avoir des moments où je serai plus une introvertie et il y aura des moments où je suis à 100% ou à 99% confiance dans l'environnement, où l'environnement est parfait pour moi et avec les gens, j'ai une confiance absolue, ben, je vais être une extravertie. Donc, Mm. ouais, je pense comme vous, Anne-Catherine et Adeline. Moi, Anne-Catherine voulait aussi rajouter par rapport à mon expérience avec la musique, parce que je trouve que la musique, elle donne beaucoup d'informations sur soi, sur ce qu'on écoute. Donc pareil, en fonction de mon humeur, en fonction de comment je suis, je vais avoir envie d'écouter plutôt de musique triste, des fois plutôt de musique entraînante parce que ça va me rebooster. Et en fait, j'ai suivi une formation de art thérapeute récemment. Et en fait, il y avait donc des études qui ont été faites qui ont montré que certaines musiques apportaient des informations sur justement l'introversion ou sur l'extraversion. Et en fait, en écoutant les différents morceaux, je me suis découverte introvertie alors que je pensais être extravertie. Et en fait, bon, là, c'est pareil, tout est à relativiser parce que même si c'est des études, même s'il y a eu des recherches, je pense qu'on peut pas mettre quelqu'un dans une case, comme vous venez de le dire. On est tous mouvement, en fait. Tout est mouvement, on change. On change en fonction de notre environnement, on change en fonction aussi de l'âge qu'on a, de ce qu'on vit, aussi des épreuves qu'on vit au quotidien. Donc, du coup, tout ça pour dire que la musique aussi peut apporter des éléments sur ça, par rapport au son, les sons qu'on capte et les vibrations aussi, ce qu'on émet aussi autour de nous. Euh, donc, c'est une façon d'interagir en fait avec l'environnement qui est différente en fonction de comment on se le sent à l'intérieur de nous. Et je ne pense pas que ce soit figé en fait. Tout est mouvement. C'est joliment dit. Et je pense aussi, moi, au fait qu'on soit introverti ou extraverti ou entre les deux, ben, on a sans doute besoin, en tout cas beaucoup d'entre nous avons besoin de moments d'introspection et de moments où on va pouvoir être seul, où on va pouvoir se recréer sa bulle, et d'être du coup seul et dans un côté solitaire là. Et ça, c'est quelque chose qui va souvent nous ressourcer. Euh, et c'est peut-être aussi ça, pour cette raison-là, que parfois on dit qu'il y en a plus que d'extravertis. Enfin, voilà, je pensais à ça maintenant, et je voulais C'est le précis, rajouter. Catherine. Et j'ai envie de te dire quelque chose aussi, c'est que l'introversion, exactement, c'est s'autoriser aussi à ça. Mm. C'est que moi, pendant des années, je me suis pas autorisée à me prendre, voilà, pour la petite histoire, avec mon mari, on s'engueulait. On s'engueulait, et c'est dans ces moments-là que je partais. Avant, quand j'étais hypersensible, ils m'ont reconnu. Et maintenant que j'ai accueilli ça, maintenant que toute la famille a intégré l'idée, maintenant, j'ai plus besoin de m'engueuler avec mon mari. Je dis simplement, je sors, je vais à la plage, j'ai la chance d'avoir la plage tout près de chez moi. Mm. Je prends mon baladeur, enfin, je prends mon iPod et hop, j'écoute la musique. Et c'est ça. Et c'est ça qui me ressource, en fait. C'est le bruit de la mer, et voilà. Et j'ai besoin de ça. Du coup, mon mari m'autorise ces moments-là. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que j'ai quand même trois enfants et c'est pas toujours évident. Donc, ça fait partie je pense que c'est important pour se ressourcer quand on est hautement sensible d'avoir ces moments-là. Mm. Je pense que ça fait du bien à tout le monde d'entendre toutes ces petites conversations et de se dire, ah ouais, on peut être introverti, on peut être extraverti, peut-être un petit peu se libérer, peut-être que là, en écoutant ce mythe, vous dites, ah ouais, mais en fait, c'est vrai que des fois, je suis introverti, mais des fois aussi, j'ai ce côté extraverti. Alors, vous pouvez le mettre aussi en commentaire. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez plutôt introverti, extraverti? Ou eh bien les deux en fonction eh bien des moments. Donc, vous mettez ça en dessous de la vidéo, en commentaire, et ça nous fera plaisir eh bien de les lire. Est-ce que vous vouliez rajouter un élément à ce mythe?
Alors, on va passer au mythe de Emmeline. Comme quoi, eh bien, les hautement sensibles seraient fragiles et feraient des tonnes de vraiment pas grand-chose. Je te laisse la parole, Émine, pour ce mythe. Merci. Bah, en fait, oui, je me reconnais vraiment dans ce mythe-là. Parce qu'il y a eu vraiment des périodes où j'étais tellement touchée, tellement affectée, que bah, du coup, je l'exprimais de façon très, très forte, bah, par des pleurs, par des moments où vraiment je me renfermais sur moi-même. Et puis, du coup, mon entourage ne me comprenait plus du tout. Ils ne savaient pas pourquoi je réagissais, pourquoi c'était aussi fort et pourquoi aussi j'avais tendance à en parler, à ruminer sans cesse, parce que j'arrivais pas à intégrer l'information. Et du coup, bah c'est vrai, j'ai entendu des phrases du genre, Emeline, elle est vraiment trop sensible, elle se fait vraiment des montagnes de pas grand-chose, je comprends pas pourquoi elle se met dans des états pareils. Voilà, j'ai beaucoup entendu ça, enfant, ado et adulte aussi, et de ma propre maman, voilà, de mon propre entourage, et pourtant des personnes qui sont pourtant bah, empathiques et qui veulent comprendre, mais qui se disent pourquoi tant de réactions. Et en fait, bah, depuis bah, que je connais mieux maintenant le processus, j'ai compris que nos sens, en fait, ils étaient hyper développés, donc hautement développés, on va dire, et qu'on a des réactions émotionnelles très, du coup, qui sont, comment dire, en lien, qui sont du coup bah, surdéveloppées également, enfin, c'est proportionnel. Et ça, bah, ça fait que du coup, par exemple, si on entend un bruit, un son très fort, et ben, ça va retentir en nous, ça va faire un effet vraiment puissant. Et du coup, ça va avoir des répercussions dans notre corps qui seront intenses, des réactions émotionnelles qui peuvent être fortes. Et c'est ça qui fait que du coup, c'est tellement, c'est ça que des fois, ce qui n'est pas compris, c'est que comment ça se fait pour cette personne-là, pourquoi elle, elle réagit aussi fort sur le moment, pourquoi elle en fait des tonnes, qu'est-ce qu'elle a. Et en fait, bah, c'est tout simplement physiologique. En fait, c'est une réaction émotionnelle. C'est comme ça, on a des sens hyper développés et du coup, ça suscite en nous des réactions très fortes. Et on peut être donc du coup très en colère, comme on peut être très triste et pleurer. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce au fait d'avoir accueilli cette haute sensibilité, j'ai compris que quand on accueille cela, ces émotions, et qu'on essaie de les transformer, alors ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre le temps d'intégrer, hein, parce que c'est très fort, ça peut être une grosse vague qu'on se prend dans la tête. Donc l'idée, c'est d'essayer voilà, de prendre les informations, de prendre le temps de respirer, de prendre des moments pour soi, comme on vient de le dire, hein, d'introversion et quand on commence à comprendre, à prendre du recul, et la sophrologie, ça aide beaucoup à ça aussi, et ben, ça permet de comprendre finalement que bah, des fois, on a été touché, il y a une valeur qui a été touchée. Par exemple, je vais vous citer un exemple une fois, j'ai un dentiste qui m'a dit que je m'occupais que je m'occupais mal de mes enfants, parce que même mon enfant avait des dents jaunes, sauf que mon enfant développait du tartre. Et du coup, bah, parce qu'on est de nature stressée dans la famille et bon, voilà, on a remarqué qu'il y a un lien, en fait, on développe plus de tartre, voilà, c'est comme ça. Sauf que voilà, il se lave et il se lave bien les dents, mon enfant, c'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il a été jugé, il a été jugé par le dentiste et sur le moment, je vous avoue, ça m'a tellement affectée parce que ma valeur famille est très importante pour moi. Je me suis sentie vraiment bah, touchée au plus profond de moi et j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre, vraiment. Et du coup, ma famille comprenait pas pourquoi j'avais réagi comme ça. Surtout que mon mari, ce moment, m'a pas forcément soutenue. Du coup, je lui ai reproché. Enfin, ça a pris des proportions énormes. Et du coup, maintenant, avec le recul, maintenant que je me connais mieux et tout, ben, je me dis, ben voilà, ça a touché une valeur très importante pour moi, ce qui a développé du coup une culpabilité, je pense. Et en prenant le recul, eh ben, je me rends compte qu'en fait, cette culpabilité, ben, maintenant, comment dire, j'essaie quand je la ressens, parce que ça m'arrive encore de la ressentir, hein, bien sûr, comme tout le monde, eh ben, j'essaie de la regarder en face et de me dire, OK, ça a touché une valeur forte chez moi. Cette culpabilité, bah, du coup, j'essaye de m'en détacher parce elle me sert à rien, en fait. Elle ne m'est pas utile, elle va pas m'aider à progresser, en fait. Pour moi, c'est une émotion qui n'est pas forcément utile pour me transformer et pour agir de façon favorable. Donc, du coup, j'ai choisi de la mettre à l'écart. Et ensuite, après, bah, je me dis comment je peux faire dans cette situation pour essayer de temporiser, bah, du coup, j'essaie de me calmer et j'essaie du coup de dire à la personne, bah voilà, quand vous avez dit ça, vous êtes peut-être pas aperçu, mais moi, ça m'a touché vraiment profondément parce que bah, je trouve que c'est pas juste en fait ce que vous avez dit. Voilà, juste ça. Et ça, c'est des choses maintenant que j'arrive à faire.
C'est-à-dire quand c'est pas juste, j'arrive à dire à la personne, c'est pas juste. Alors sur le moment, ça peut être très dur, parce que du coup, il faut le dire de façon calme et pas s'énerver et pas pleurer. Donc c'est voilà, c'est un travail. Mais au moins quand c'est formulé, bah du coup cette fragilité qu'on peut penser fragile de d'autres sensibilités, ben elle se transforme en force parce que c'est la force de s'exprimer, la force de dire ce qu'on ressent en fait, la force de dire bah voilà, je ressens et j'ai pas honte de ressentir. Et ça c'est énorme. Donc finalement pour moi c'est une force de pouvoir dire les choses parce qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de jugements sur bah quand on est soi-même, bah du coup en fait c'est ça en fait, c'est quand on est hautement sensible, on a tendance à être soi-même et des fois ça peut gêner parce qu'on n'arrive pas à se maîtriser. Ça fait vraiment Moi, écho, puis ça fait le lien avec le dernier mythe là, dont on voulait parler sur le leadership. Est-ce qu'on peut être hautement sensible et avoir un leadership? Parce que effectivement, ce truc-là d'injustice, c'est pour les personnes hautement sensibles, c'est hyper violent. Et pour ma part, c'est quelque chose où j'ai besoin que tout soit juste, tout soit en harmonie. Et quelqu'un qui a des propos tels ceux dont tu as parlé là, ça fait écho de manière très violente pour quelqu'un qui est hautement sensible. Et maintenant, justement, d'aller déployer sa sensibilité, pour moi, c'est d'apprendre, c'est un engagement de tous les jours, d'apprendre à avancer avec cette subjectivité-là, qui va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. Il y a un endroit où ça ne doit plus douter, c'est on a presque l'obligation, c'est un engagement de soi à soi, d'avancer avec cette subjectivité-là. L'autre aussi avance avec la sienne, mais moi j'ai le droit de dire, là ça ne me correspond pas et ça me touche ce que tu viens de me dire et c'est pas juste à l'intérieur de moi. Et je crois que c'est quand on en arrive à avancer avec ça, là on touche vraiment à sa vulnérabilité pour en faire vraiment la plus belle des forces en fait. Et là on est très puissante. Parce que ça veut dire, je crois qu'on s'autorise à être totalement soi avec les pleurs s'il y a besoin, avec de la détermination aussi. Et on peut se présenter comme ça à l'autre en assumant totalement d'être ce que l'on est, parce qu'on est bien connecté à soi. c'est vrai qu'on peut être surpris du coup de la réaction de l'autre du coup et voir que finalement, quand on l'exprime de façon calme et qu'on est Ouais. juste, Ouais, et bah du coup la personne en face va dire ah mince, je m'étais pas du tout rendu mais compte en oui, fait. ouais. Alors des fois il y a des remarques du genre oh t'es quand même très sensible hein. Mais Mhm. bon, Et allez, alors? je te Et comprends quand même, alors? ça doit pas être facile. Ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est la clé en fait, parce que, Après, je trouve que ce qui peut être utilisé aussi pour nous, les sensibles, c'est la communication non violente, comme le conseillait Saverio. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup justement pour oser exprimer avec bienveillance, sans être dans la colère et dans l'émotion de l'instant, de pouvoir dire les choses calmement. Et c'est vrai que du coup, cette communication non violente, ça aide à se libérer et en même temps de dire les choses aux autres sans se culpabiliser finalement de nos ressentis ou sans avoir peur de déranger ou de vexer l'autre. C'est un bel outil, je trouve, ce qu'a conseillé Saverio, la alors, communication non violente. ouais, pour ma part, c'est pas tellement cet outil-là que j'utilise, mais maintenant, quand je me sens bien connectée à moi, j'utilise ce que je ressens corporellement en fait. Et si ça vibre bien, je peux m'autoriser à répondre. C'est un peu une connexion intuitive peut-être, mais si je sens que que le cœur s'emballe, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas, qui ne va pas. Et là, il faut que je dise vraiment ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je m'autorise ce petit moment de recul pour dire à l'autre si c'est juste ou pas juste en fait. Parce qu'en fait, Ouais, j'ai l'impression que quand on fait ouais, ça, on se suradapte pas. Parce c'est que ça. si je C'est sors pas réussir ce à truc-là, accéder en fait. comment? C'est réussir à accéder à ce qu'on ressent en fait. Oui, C'est oui, c'est ça. s'autoriser. Ouais. Ouais. En tout cas, pour ma part, c'est corporellement que je sais ce que je dois répondre, en fait. Ça commence par là. Et si je réponds pas de manière juste, alors j'ai le sentiment de me suradapter. Et là, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Tout ce que vous Ouais. dites, ça me fait vraiment penser à... Je ne sais plus où j'ai lu cette phrase, où je l'ai entendue,
Donc désolée pour la personne qui l'a dit, mais c'est que si, si nos émotions sont comme un GPS, ça, voilà, c'est pas. Ben, quelque part, pouvoir être autant connecté à nos émotions, et quand on est une personne hautement sensible, on l'est. Parfois, on ne sait pas comment faire, mais on l'est. Et tu parlais du corps, on le ressent dans le corps. Ouais. Et donc, à partir du moment où ben, le GPS est plus clair, ben, c'est une belle porte d'entrée pour aller voir nos besoins et pour pouvoir après le communiquer. Mais c'est clair que quand au départ, on ne sait pas quoi faire avec tout ça, c'est vraiment compliqué, quoi. Et c'est là où, bah, comme tu disais, Emeline, où on peut peut-être un peu plus s'énerver. Ou moi, je sais bien que j'ai des réunions où je ne me reconnaissais pas parce que je suis quelqu'un qui essaye quand même d'être le plus bienveillante possible. Et en réunion, je pouvais vraiment être une lionne. Ouais. Et j'ai compris, en fait, parce qu'en effet, il y a quelque chose bah, de l'ordre d'une valeur qui venait me toucher. Euh, et maintenant, après le recul, je me dis, mais en fait, j'ai cette chance de pouvoir vraiment, et je tape là parce que moi, c'est souvent mes émotions, elles viennent me chercher là, de savoir dès le départ qu'il y a un problème sur le tableau de bord, en fait, de la voiture, pour parler d'une autre. Maintenant, quand tous les boutons sont mélangés en même temps, c'est compliqué, hein. Ça, je ne suis pas en train de dire que c'est tous les jours facile ou que ça a été facile tout un temps, mais en tout cas, on connaît bah, tous les boutons pour chaque alarme. Ben là, à ce moment-là, je trouve que c'est une belle porte pour justement de se dire, ah bah tiens, ces émotions-là, il y a quel besoin, il y a quelle valeur derrière. Et puis alors du coup, bah, la communiquer aux autres par divers outils. J'aime beaucoup la communication bienveillante pour ne pas dire non violente, mais il y en a plein d'autres, évidemment. L'accueil des émotions, déjà, ben, on va voir nos besoins, puis on le communique, mais c'est le même principe. Mm. C'était tout joli, en tout cas, tout ce qui a été dit là. Ouais, ouais, ouais. J'espère que vous vous reconnaissez dans tout ce qui a été dit, tout partagé. Alors, vous pouvez aussi mettre en commentaire si on vous a dit déjà que vous étiez fragile, que vous en faisiez des tonnes, mais en fait, vous n'êtes pas fragile et vous n'en faites pas des tonnes. Vous êtes juste vous. Vous êtes juste vous. Et la fragilité, enfin, moi, je pense que la fragilité, c'est plus par rapport au regard de l'autre qui nous a pointé du doigt et qui nous dit que tu es fragile. Parce que, en fait, on n'est pas fragile. On n'est pas fragile du tout. On a juste cette sensibilité, mais c'est l'autre qui nous fait dire qu'on est fragile. C'est exactement ça. Mm. Alors, on va aller avec le mythe de Sophie, euh, que tous les hautement sensibles, enfin, oui, c'est ça, que les hautement sensibles ne peuvent pas réussir dans un rôle de chef d'entreprise, de leader. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très marqué. Ouais, ouais. Oui, bah, ce que je disais par rapport à la connexion à soi, et à partir du moment où on se connaît, on s'accepte, on peut avancer avec notre subjectivité. Et donc, ça veut dire qu'on assume totalement cette posture-là et on est capable de responsabiliser l'autre aussi avec cette posture-là. Et en entreprise, les managers ou les leaders qui avancent avec ça, j'ai remarqué qu'ils avaient comment dire, une vision globale de l'entreprise, puisqu'ils sont souvent dans l'introspection, et ils ont une vision globale de ce qu'il y a à faire, une connaissance intuitive du collectif aussi et des besoins du collectif. Et ils ont cette subtilité de comprendre les enjeux et de faire en sorte que une opportunité se présente et n'est pas vécue comme un obstacle, en fait. Ils ont cette facilité à voir le beau partout et à voir, euh, je pense, avoir du flair aussi sur ce qu'il y a à faire en entreprise en tant que manager. Et je pense que quand on est hautement sensible, on apporte également une grande créativité parce que on a besoin d'innover souvent, de s'améliorer, d'apporter une nouvelle façon de voir les choses. Et ils deviennent souvent des leaders très inspirants pour les équipes. Il me semble qu'il y a beaucoup de bienveillance quand ils écoutent les équipes et une envie que tout le monde participe en fait. Ils sont très présents avec leurs équipes et c'est dans la bienveillance de toute façon que les gens peuvent avancer.
Et je pense qu'en plus de ça, ils apportent une très grande force de travail, une grande souplesse ou une grande, je sais pas comment on pourrait dire, une flexibilité ou une résilience. Ils peuvent écouter, beaucoup écouter, et ils peuvent douter, mais c'est le bon doute en fait. Et dès lors qu'ils avancent avec ça, ils peuvent prendre des responsabilités en mettant du sens derrière ce qu'ils font en fait. Et il devrait y en avoir plus souvent des leaders comme ça en entreprise, parce que je pense que le monde en a besoin en fait. L'entreprise en a énormément besoin aujourd'hui. Et que ce soit pas justement un leader qui parle de gestion, mais de régulation d'émotions du collectif. C'est pas un gestionnaire, ça va être vraiment ouais, un coach en fait quelque part pour manager ses équipes. Ah voilà, c'est ce qui me venait au regard de toutes les personnes que j'ai accompagnées et de voir que c'est la bienveillance qui les mène aussi et l'envie qu'il y ait une réussite commune. Et je pense qu'ils ont aussi une vision presque au-delà même de leur entreprise. Il faut que ce soit une vision humaniste des choses. Que mettre du sens partout, c'est très important. Faut que ça serve le monde. C'est sûr Ah, qu'on a. voilà, c'était ma petite réflexion qui certainement caractérise beaucoup de personnes que j'ai accompagnées. Et le contrepartie, c'est que d'ailleurs, avant que ces personnes comprennent ça, elles sont passées par des moments très difficiles en entreprise, voire des burn-out, des choses comme ça. C'est la difficulté du leader humaniste, on va dire. Sophie, c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis parce que moi-même, en fait, quand j'ai découvert que j'étais hautement sensible, c'est que moi-même, j'avais un poste de chef d'équipe que j'ai pas réussi à assumer parce que j'étais trop, voilà, j'étais pas prête, on va dire. Et du coup, voilà, je suis devenue, enfin moi, du coup, je suis devenue malade. Voilà, moi, j'ai fait un burn-out et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Et merci de ce témoignage-là parce que bah, du coup, moi, du coup, je me suis mis à mon compte et ça a été mon chemin. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est très porteur parce que je pense qu'il y a des gens, des personnes qui pensent du coup à se mettre à leur compte parce que du coup, c'est vrai, on pense à ça, on se dit, bah, du coup, je suis tranquille, je suis seule, je fais ma vie, voilà. Sauf qu'effectivement, je pense qu'il faut pas dire au revoir à ce qu'on a vécu avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, si ça s'était présenté, c'est peut-être parce que voilà, ça n'a pas été mon parcours, mais peut-être que si j'avais eu l'opportunité ou quoi, eh ben, j'aurais pu faire un travail pour moi pour retourner finalement dans cette équipe dans laquelle j'étais, qui était pas si mal en final. C'est juste que moi, j'étais pas à ce moment-là prête. Et effectivement, j'aurais pu apporter des choses. Je me rends compte et au regard de ce que tu viens de dire, c'est vrai que ça fait écho, merci. Ah, merci, c'est gentil de dire ça parce que ça rassure toujours de voir on peut y retourner dans le salariat avec ça et en étant beaucoup plus déterminé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, enfin moi, dans les personnes que Oui. j'accompagne, qui sont tellement allées loin, très loin, que du coup, pour elles, la seule issue, c'est de se mettre à leur compte. Enfin, moi, jusqu'à maintenant, Oui. c'est ça que j'ai vécu. Alors que quelqu'un d'autrement sensible n'est pas forcément fait pour créer son entreprise, hein. Ah Il faut bah, vraiment être complètement. mené par un besoin de liberté ou de créativité énorme pour créer sa boîte. Surtout Ça qu'il y a des passe relations par les choses, sociales. hein. Ouais, quand on est salarié, quand on est dans une équipe, on a la chance, il y a tellement de choses auxquelles on peut prétendre grâce à ça. Et c'est vrai qu'il faut pas dire au revoir à tout ça. Je suis Tout à d'accord. fait. Mm. Mm. Et Sophie, en plus, quand tu décrivais, moi, je voyais toutes les. Il y avait deux choses, c'était magnifique. Je voyais déjà plein de signes, hein, de l'intuition, la vision, le Oui. sens, l'humain, toutes ces belles choses qui sont quand même très caractéristiques de qui on est. Mais alors, tu le mettais avec une brillance. Enfin, moi, j'ai vraiment vu quelque chose. Là, Mm. tu transmettais une définition avec plein de brillance. Donc, Oh, ouais. ouais, et alors, avec beaucoup de force aussi. Et c'est vrai que bah, je rejoins ce qu'Emeline a dit aussi sur
on s'est déjà dit, je pense entre nous, qu'il y en a pas mal qui finalement se mettaient à son compte. Et en effet, il n'y a pas que cette situation-là, et cette solution-là, et il faut vraiment bien le sentir. Euh, et moi, enfin, ça m'a touchée, Sophie, vraiment beaucoup parce que mais je me dis, finalement, il y a moyen de ne pas se suradapter et de pouvoir être soi en tant que leaduse, même dans une entreprise, quoi. Donc, Et je pense que c'est un chemin de tous les jours. Il n'y a jamais rien d'acquis avec ça, parce qu'il faut mm, être très très forte. C'est un engagement quotidien, en fait. Parce que autour de soi, on l'avait bien dit, il y a 70% de non, de non sensibles, enfin pas hyposensibles, mais donc le monde est rude, hein. Donc il faut y aller Oui, avec détermination. Oui. ça nécessite un travail, c'est pas, ça se fait pas en 2 mois, quoi. Bah, Il y a c'est un besoin de peu beaucoup de comme ce que temps. vous disiez, on a besoin quand on est manager comme ça d'avoir des moments où on s'éloigne pour se ressourcer, la Mm. solitude, le rechargement, avoir une hygiène de vie entre guillemets pour tenir dans un monde dans le monde de l'entreprise actuellement, qui est quand même difficile. Oui, et équilibrer les vies aussi, parce que moi, je me rends C'est compte ça. a posteriori Ouais, qu'à l'époque, j'accordais beaucoup trop de temps pour mon travail par rapport à ma famille. c'est Et il y a ça. ça aussi. Ouais. Parce que je voulais tellement bien faire, j'étais tellement dans la perfection que la valeur famille qui était pourtant fondamentale pour moi, j'ai laissé de côté. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, la clé, c'est la connexion à soi à tout instant, en fait. La Et après, si je suis connaissance. connectée à moi, je vais pouvoir me connecter aux autres, au monde, voire même au spirituel. Mais j'avance dans le monde de l'entreprise, toujours connectée à moi. Et Mm. je vais pouvoir rencontrer l'autre avec ça. Donc au début, ça s'apprend comme une petite spirale où on va démarrer, expérimenter, puis à la fin, ça engendre peut-être un changement de posture, mais qui sera toujours à renouveler, quoi. C'est C'est quelque chose que jamais tu as fini. vécu toi-même, ça? C'est quelque chose que tu as Comment? vécu? Oui. Est-ce que c'est quelque... Ouais, je me doute. Ouais, on Oui, sent et que tu... c'est surtout les gens que j'ai accompagnés, ça m'a mis dans un état, ça m'a révolté de voir qu'on a gâché des compétences comme ça à l'intérieur de l'entreprise. C'est insupportable pour moi. Je dis, mais c'est pas possible. Donc c'est vraiment ton chemin à toi. Bah, de réveiller les gens à ce qu'ils sont vraiment et qu'ils prennent leur place, c'est vraiment mon chemin, oui, c'est ça. Parce que je sais pas, je suis animée par un truc, il faut vraiment, on a besoin de gens comme ça dans le monde de plus en plus, hein. Et tout le monde le dit, on a besoin de plus d'humanité, plus de... Mais qu'est-ce qu'on attend, quoi? Mais moi, je pense que les Mm. grands leaders de l'époque, c'était des ultra sensibles, Mais carrément, pour la j'ai fait plupart. souvent cette réflexion. Mais Oui, oui, Mm. oui. c'était- Moi, j'ai la conviction que moi qui suis beaucoup dans le domaine de la musique, les artistes, Oui, que ce soit dans la créativité, dans le street art, parce que en ce moment il y a beaucoup de street art, dans la musique, dans la chanson, dans tout ce qui est même poésie, enfin la peinture. Enfin, on a des personnes incroyables avec une sensibilité incroyable. Mm. Quand on commence à... Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup lire sur des personnalités comme ça, ce qu'elles ont vécu. oui, Souvent, malheureusement, il y a eu des phases un peu difficiles avec, bah, euh, voilà, avec le succès, la drogue, tout ça. Enfin, voilà, ça fait partie du truc, hein, les addictions, machin. Mais on se rend compte qu'en fait, il y a une sensibilité à fleur de peau qui est à l'origine de tout ça, quoi. on peut la transformer. C'est l'accès, en fait, à son art. Oui, C'est s'autoriser à accéder. Et moi, c'est mon chemin, ça, oui, aujourd'hui, c'est accompagner les personnes à s'autoriser à être créatifs. c'est ça, Voilà, de créer sans être musicien. Moi, ça fait que 3 4 ans que je fais de l'art, mais maintenant, c'est mon chemin, quoi. c'est ça. En fait, plus On on n'est pas avance, obligé d'être expert dans un domaine pour pouvoir l'explorer. On n'est pas obligé d'être expert. Expérimenter. et plus on avance, en fait, plus aussi on se comprend. Je vois, on a tout un peu un parcours un peu comme ça où, eh bien, au début, voilà, on comprenait pas trop ce qui se passait et on n'arrivait pas, en fait, à se révéler. Et ce que tu disais, en fait, Sophie, voilà, pour découvrir vraiment que, bah oui, on peut aller dans ce côté de leadership, bah, c'est parce qu'il faut se connaître aussi, comme tu as dit, se connecter à soi. Et plus, en fait, on se connaît, bah, plus on peut se libérer et vraiment, bah, vraiment être qui on est réellement. Est-ce que vous aviez d'autres petites interventions sur ce beau mythe
décortiquées par Sophie et par nos interventions. Alors voilà, si vous avez, quand vous regardez cette vidéo et que ce mythe vous parle, que vous dites oui, j'ai ce petit côté de leader en moi, mais je sais pas encore comment l'exprimer, je suis peut-être pas encore, mais voilà, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce mythe? Donc, n'hésitez pas à le marquer sous la vidéo. Alors, on va finir avec eh bien, le dernier mythe que je vais pouvoir vous partager. C'est le mythe comme quoi la haute sensibilité serait une invention et serait une mode. Alors, on en a, voilà, on en a pas un peu parlé, mais il y avait des fois, il y avait des petits types qui pouvaient dire que ça pouvait être une invention. Moi, je sais que j'ai des personnes qui m'ont dit, ah, Christine, non, mais la haute sensibilité. Alors, ils avaient utilisé le mot hypersensibilité, mais moi, je préfère utiliser le mot haute sensibilité. La haute sensibilité, c'est encore une invention. C'est une mode qu'on retrouve actuellement sur Instagram, sur les réseaux. Sauf que bah, c'est pas du tout. Alors, je vais revenir un peu sur le côté mode après, et puis je pense que vous aurez peut-être aussi envie de partager ce côté un peu peut-être de tendance, de mode. Mais ce n'est pas une invention parce que, eh bien, on peut le retrouver déjà dans la littérature depuis le 16e, 17e siècle. Alors, j'ai marqué quelques dates pour vraiment ne- montrer que c'était il y a longtemps et que c'est pas nous, là, qui avons décidé de parler de cette haute sensibilité. Alors, il y a le dictionnaire de Richelet qui est en 1680 et il disait que ben, la sensibilité, c'était une marque de personne de qualité. Donc, on parlait déjà de cette haute sensibilité. Il y a Rousseau qui en parlait, Goethe, euh, le, le docteur Peter Schwann, pareil, dans les années 1780, non, 1755, je l'ai noté. Il disait même que cette haute sensibilité, c'était un signe de passion noble et il se demandait même si, eh bien, les personnes qui n'avaient pas cette sensibilité, ils étaient vraiment humains. Donc, on voit que c'est pas nous qui avons inventé ce concept de la haute sensibilité. Alors, dans les écrits de littérature, on verra pas ce mot d'hypersensibilité ou de haute sensibilité ou d'ultrasensibilité. Ça, c'est les mots sont plus modernes. Avec Hélène Aron qui a lancé ce concept de haute sensibilité en 1990. Donc déjà, ça date quand même, ça date d'avant Instagram et de Facebook. Et après, il y a Saverio Tomasé là, qui l'a amené, importé en France dans les années 2016. Et donc voilà, on voit vraiment que c'est voilà, c'est pas nous qui inventons ça, ce concept, il existe et il existe depuis tout le temps. Donc on a des références littéraires et on a des références maintenant scientifiques aussi. Et ça, c'est juste extraordinaire, c'est que on peut nous dire que oui, voilà, la science prouve que la haute sensibilité, elle existe et ça, c'est juste extraordinaire. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur tout ce côté science, il va y avoir une vidéo avec euh, Pascal Michelon qui va nous parler du cerveau des hautement sensibles dimanche 19 janvier. Et moi, je trouve ça extraordinaire que il y ait cette recherche en fait dans nos cerveaux pour dire que oui, bah, c'est pas une lubie, c'est pas une invention. Je sais pas si vous avez, si vous-même, toutes les quatre, vous avez euh, cette envie de dire que c'est pas nous qui l'inventons. Tout à fait. On l'entend tous Bon, les jours, moi, hein. j'ai fait beaucoup de bibliographie et sur la musique aussi. Il y a d'énormes références aussi sur ça, sur les effets de la musique, sur le cerveau et sur la sensibilité aussi. Il y a des liens qui sont faits. Et effectivement, l'hypersensorialité, enfin, genre, j'y reviens, mais explique beaucoup de choses sur le fait qu'il y a des réactions effectivement qui sont vraiment décuplées chez nous. Et en fait, c'est purement vérifié enfin, par des facteurs biologiques, en fait, facteurs scientifiques. Tout à fait. Et pour ce mythe de ça serait une mode, je serais mitigée entre le oui et le non parce que c'est vrai que on, on voit sur les réseaux, surtout sur les réseaux, beaucoup de professionnels
de haute sensibilité ou d'hypersensibilité. Souvent, d'ailleurs, les professionnels mettent plus hypersensibilité. Alors, c'est vrai qu'il y a cette tendance actuelle, mais pour moi, je pense que c'est bien cette mode, enfin, cette tendance, parce que ça permet ben, qu'on parle un petit peu plus de cette haute sensibilité. Bien sûr, ça a un revers. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas formées, qui balancent beaucoup de choses qui sont pas forcément alors vraies. Je mettrai entre guillemets. Et voilà, nous, toutes les cinq, on est formés par l'Observatoire de la sensibilité. Et je pense que c'est important quand même d'être formé si on veut accompagner les personnes hautement sensibles et pour qu'on dise pas n'importe quoi aussi sur cette haute sensibilité qui pourrait justement dénigrer eh bien, la haute sensibilité. Moi, c'est ce que je pense. Je trouve que c'est bien parce qu'on en parle, mais il y en a qui utilisent cette haute sensibilité plus pour se distinguer ou pour se rendre intéressant. Et ça, je trouve ça dommage. Donc voilà, je dirais dans le côté mode, c'est oui et c'est non, parce que bon, une fois que les gens vont, ceux qui ils font ces coachings ou ces trucs comme ça avec la haute sensibilité pour se rendre intéressant, eux vont souvent s'essouffler. Mais la haute sensibilité, pour moi, je pense elle ne s'essoufflera jamais puisque on est hautement sensible. Donc, ça ne pourra pas s'essouffler et ça sera bien au-delà de après la mode. On sera toujours là à coacher les personnes, à coacher ou à travailler avec la musique ou à faire de la sophrologie pour les personnes hautement sensibles ou travailler sur le coaching des émotions. On sera là parce que ce n'est pas un effet de mode, c'est vraiment ce qu'on ressent. On n'est pas là pour se rendre intéressant ou se distinguer, on est là pour apporter. Et c'est pour ça que pour moi, c'était très important d'en parler parce que pour moi, ce n'est pas une mode, c'est vraiment une réalité. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez justement de ce côté un petit peu tendance, mode. Bah, moi, ça rejoint un peu, je trouve, là, ça me refait penser à ce que je partageais en début d'échange. C'est que je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est l'ultrasensibilité. Donc peut-être qu'ils vont penser l'être parfois, juste parce qu'ils sont un peu à fleur de peau ou parce que, je sais pas, ils pleurent facilement devant un film ou des choses comme ça. Et en fait, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus spécifique, l'ultrasensibilité. Donc c'est pour ça que je pense que peut-être inviter les gens par cette vidéo, je vous invite vraiment à vous informer si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, à lire des bouquins, à écouter des podcasts. Moi, c'est ce que j'ai fait hein, au départ pour vraiment comprendre ce qu'était vraiment la haute sensibilité, parce que j'en entendais beaucoup parler aussi, mais finalement, je ne savais pas ce que c'était vraiment. Donc, je pense que c'est un effet de mode parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est et que comme ils voient que, je sais pas, peut-être que ça marche, que Mm, ça se développe bien, tout le monde se prétend hautement sensible comme ça sans vraiment savoir ce que c'est, quoi. mm. C'est vrai que beaucoup laissent la haute sensibilité que aux émotions et on oublie le reste. L'hyperémotivité, Ouais, oui, c'est c'est ça, ça. l'hyperémotivité. Oui. Et on oublie en fait tout ce qu'il y a autour. Parce que Mm. comme tu le dis, il y a pas que ça, il n'y a pas que l'émotion. Il y a tellement d'autres choses derrière. C'est très juste. Et justement, j'ai envie de rebondir sur ça. C'est que souvent, les gens qui sont très en colère, par exemple, ou qui vont s'énerver, on pourrait se dire, ah bah c'est de l'hyperémotivité. Et ben non, c'est justement des gens qui sont pas à l'écoute d'eux-mêmes, qui laissent les émotions prendre le dessus. Et c'est pas forcément de l'hypersensibilité. Et c'est très juste, effectivement, pour moi, dedans, il y a vraiment moi j'ai envie de dire hypersensorialité parce qu'il y a vraiment ça. Et c'est vraiment tous les sens qui sont développés chez l'hypersensible, chez la personne hautement sensible, pardon. C'est vraiment, c'est cette capacité de ressentir les choses, en fait. Et c'est pour ça que quand on s'autorise à accéder à tout ça, à accueillir pleinement tout cela, et ben c'est là que ça devient une force parce que du coup on s'autorise et on voit ça comme un atout. Mais effectivement, tout à l'heure tu disais Anne-Catherine, le fait d'entendre du bruit, les conversations, tout ça, ben c'est ça, c'est une hyperstimulation. Et ben là on est vraiment là-dedans, là pour le coup. Mm. Et ça Mm. je pense pas qu'il y ait tant de gens que ça qui ressentent ça, Mm. honnêtement. Oui. Mm.
Et c'est une question moi que je me pose souvent par rapport à cette histoire de. Ben, tu vois, Christine, tu disais ouais, et en même temps, c'est peut-être quand même enfin pas une mode. On sait que c'est scientifique et que c'est prouvé, mais cet effet de mode. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on a fait ça avec le haut potentiel, où on a vu plein de livres sur les surdoués, puis est passé bah, l'hyper. Je mets ça parce que sur les livres c'est hypersensibilité. Et puis maintenant, on parle beaucoup quand même de troubles de l'attention avec hyperactivité. Enfin, je sais pas si en France c'est à ce point-là, mais moi j'ai l'impression que je vois ça partout maintenant ici. Oui. Et donc c'est un peu comme, enfin, moi je pense que ça va se rééquilibrer entre ce qui est juste, je mets des gros guillemets à juste, mais juste dans le sens aligné, hein, pas dans le sens juste vérité, quoi. Et au plus on en parle, bah, finalement, au plus de personnes vont en entendre parler et au moins au plus ce sera démystifié ou remystifié, j'en sais rien. Mais euh, donc pour ça, autant il y a encore un an, je pense que j'étais encore un peu, ça me crispait encore. Autant maintenant, je me dis que je fais confiance. Je fais confiance à ce qui va se passer et on en parle plus qu'avant. Donc du coup, ça c'est quand même quelque chose que je trouve vraiment intéressant pour cette évolution, quoi. Ouais. Moi aussi, comme toi, Anne-Catherine, je me fais pas de soucis. Je pense qu'effectivement, tout va se tasser au bout d'un moment. Et comme tu disais, Christine, quand on est vraiment aligné, quand vraiment c'est au fond de soi, de toute façon, les gens, ils ont besoin d'authenticité. Donc, à un moment donné, l'authenticité va primer. Eh bien, on a fait tous nos mythes. Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter sur ce mythe? Non, impeccable. Impeccable. Donc, on a fait 5 mythes qui sont les plus courants. Il y en a d'autres, mais sinon, on aurait fait une vidéo de 4-5 heures et on vous aurait perdu peut-être au milieu de la vidéo. Si vous avez d'autres mythes qui vous trottent comme ça dans la tête ou un sujet, mettez-le aussi sous la vidéo et ça peut nous donner peut-être l'idée à une prochaine table ronde, peut-être en dehors de la semaine de la sensibilité. Voilà, tout est possible. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que je pense que tout est possible. Donc, avant de finir, eh bien, déjà, je suis ravie d'avoir fait cette intervention, eh bien, avec vous qui nous regardez et avec les 4 intervenantes d'aujourd'hui. Et j'aimerais justement que vous me fassiez juste brièvement euh, comment vous ressentez, qu'est-ce que vous avez envie de partager aux personnes qui nous regardent ou comment vous vous sentez, qu'est-ce qui vous vient pour finir? Alors, Mais allez, Emeline. oui, Ah, ou pardon. Anne-Catherine. Ah, je sais Anne-Catherine. pas. Allez, Anne-Catherine. Mais moi, il y a le mot brillance et il y a le mot espoir. Et brillance et espoir et osons aussi. Moi, j'adore. Voilà, j'ai envie de dire que c'est même une citation maintenant pour moi, mais la citation du livre de Saverio et qu'il l'a répété souvent, c'est osons notre sensibilité. Et moi, je rajoute aussi beaucoup osons notre vulnérabilité. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et osons notre authenticité. Et osons briller aussi parce que je trouve que dans tout ce qui a été dit ici, à chaque fois, il y avait ce côté-là. Ben oui, pourquoi pas? Osons briller finalement avec tout ce qu'on est. Donc, derrière la caméra, bah, pareil, quoi. Moi, je vous souhaite tout ça pour 2025 vraiment profiter de cette belle semaine de la sensibilité. Moi, quand j'ai vu encore tout ce beau programme, j'étais waouh, c'est super, c'est vraiment, ça me donne des frissons. Donc, merci à vous 4 et merci à toutes les personnes derrière et osons être nous-mêmes. Allez, Emeline. Moi, excuse-moi, mais enfin, j'ai du mal en fait à pas. Je suis toujours un peu dans l'excès, excusez-moi, mais Il n'y a pas d'excès. d'accord, d'accord. Enfin, en fait, je suis hyper émue parce que je trouve que la qualité des échanges a été, enfin, pour moi, juste parfaite. J'ai trouvé que au niveau des professionnels présentes, il y avait vraiment une qualité des interventions, des échanges. Je tiens à le signifier parce que c'est vrai qu'on est souvent isolés dans notre travail et ça fait du bien d'être dans une communauté, parce que j'ai l'impression que c'est ça en fait, qu'on fait partie d'une communauté. Donc merci pour ça. Donc le caractère professionnel et aussi la qualité des mots. Tous les mots qui ont été dits par chacune, on sent que c'était pesé, que c'était vécu.
et aussi la justesse. Plusieurs fois, Catherine, tu as redéfini, j'ai bien aimé là quand tu as parlé de juste, pas vérité, mais juste, mais c'est vraiment ça, c'est redéfinir les mots. Et moi, d'ailleurs, mon activité elle s'appelle Mots et Sens pour ça, parce qu'on a tendance à utiliser des mots pensant que tout le monde va comprendre la même chose, et en fait, on a tous une définition différente de chacun des mots. Et ça, c'est important. Si voilà, s'il y a une chose que je voulais du coup partager au public qui nous regarde, et c'est vraiment ça. C'est attention aux mots qu'on dit parce qu'ils peuvent blesser et la signification qu'il y a derrière. Toujours essayer de voir comment on peut le dire autrement, différemment, pour que ce soit bien interprété et qu'il n'y ait pas de non-dit ou de quiproquo qui s'installe. Ça, c'est vraiment important. Merci encore. Emeline. Adeline? Eh bien, moi, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'ai trouvé ça très riche et j'ai adoré, j'ai adoré. Et voilà, si j'ai un mot à dire aux personnes qui nous regardent, c'est faites-vous confiance et euh, ne laissez personne éteindre votre lumière Hmm. et informez-vous sur. J'ai l'émotion qui monte là. Mm. Enfin, voilà. Merci. Merci Adeline. Sophie? Mm. Bah, moi, je reviens aux mêmes choses hein, que tout ce qu'on a dit, c'est d'oser, oser vraiment prendre sa place avec cette subjectivité-là. Et je dirais même, c'est urgent. C'est vraiment urgent. On en a besoin, énormément besoin dans ce monde. Mm. Merci Sophie. Mon mot, eh ben, c'est merci, gratitude et soyez-vous, soyez-vous. Voilà, soyez-vous, ayez confiance en vous et laissez, comme Adeline a dit, je la sens super émue en plus, laissez briller votre lumière. On a tous cette lumière et soyez-vous. Voilà, moi je finirai, ouais, je dirais soyez-vous et on s'en fiche de ce que les gens pensent. On est nous et voilà, ça c'est cool. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu à cette table ronde avec moi. C'était un moment vraiment d'échange extraordinaire. J'espère que vous avez aimé vous aussi cette vidéo. Vous pouvez mettre un like. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube de l'Observatoire de la sensibilité. Cette semaine, elle va être riche en émotions, riche en partage et elle va être surtout riche pour vous. Et j'espère que voilà, tout ça vous aura apporté. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Merci, merci beaucoup Sophie, Anne-Catherine, Adeline, Emeline. Et merci à vous. Et je vous dis belle semaine de la sensibilité. Merci. Bisous à Belle tous. semaine. Merci.